Amis du lundi hardi, au menu de notre rendez-vous de la réinformation, la manifestation pour Marine Le Pen qui avait lieu hier à Paris. Alors, échec ou succès? Et surtout, quel avenir pour Marine Le Pen et la candidature du Rassemblement national? Peut-on espérer un appel dans les temps? Manifestement oui, mais bon. Faut-il, en pécheur repentant, réclamer l'indulgence du tribunal? Ou au contraire, faut-il carrément réclamer une relaxe pure et simple? Cela jouera évidemment sur le résultat. Nous en discuterons dans les minutes qui viennent. Nous discuterons aussi des États-Unis. Donc au moment où la bourse de Paris dévissait de 6% ce matin à cause de la politique douanière de Donald Trump, les autres bourses européennes ont suivi des reculs similaires pour les mêmes raisons. Alors, les États-Unis de Trump sont-ils nos amis? A-t-on raison d'apprécier à ce point James Vance alors que lui-même semble afficher une sincère détestation des Européens? Peut-on idolâtrer des gens qui accroissent objectivement un risque d'effondrement économique de l'Europe? Et en même temps, comme dirait l'autre, en même temps, ne faut-il pas se réjouir de voir les États-Unis, par exemple, ordonner à certaines entreprises européennes de mettre fin à leur programme diversitaire si elles veulent continuer à travailler en Amérique? Programmes diversitaires, diront certains évidemment, qui ont été mis en place dans la foulée des bouffées délirantes d'une autre partie des États-Unis, celle qui était au pouvoir juste avant. Donc M. Biden, voilà, nous en parlerons. Nous parlerons aussi de l'Église catholique, ensuite, avec l'arrivée de Monseigneur Aveline à la tête de la conférence des évêques de France. Alors, qui est ce monsieur? Que pense-t-il? Faut-il se réjouir de le voir accéder à cette haute fonction? Dans le même esprit, que faut-il penser de l'avis de l'Église de France sur les relations franco-algériennes, qui ont l'air assez étranges? Et enfin, société, nous ferons un point sur les ZFE. Dimanche, donc parmi les nombreuses manifestations qui ont égayé Paris, se trouvait un rassemblement de motocyclistes hostiles à ces zones supposées lutter contre la pollution, mais qui, pour sauver la planète, sacrifient surtout les plus modestes de ses habitants à la planète. Donc voilà, pour parler de tout cela, un bel aréopage de motards, de bikers de la réinformation, avec Richard Dessèze, directeur de la rédaction de Radio Courtoisie. Bonjour. Arthur de Vatrigan, directeur de l'Incorrect. Bonsoir. Xavier Van Lierde, journaliste. Bonsoir. Corentin Dugast, influenceur catholique. Et, dernier mais non le moindre, Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia, avec Claudio aux manettes pour nous accompagner. Chers auditeurs, vous pouvez vous aussi nous accompagner, vous pouvez nous envoyer vos messages, aussi bien sur la manifestation de Marine Le Pen, si vous y étiez hier, que celle des Antifas, si par hasard vous y étiez aussi. Vous pouvez nous parler des États-Unis, vous parler des ZFE, parler de Monseigneur Aveline, parlez-nous de ce dont vous avez envie, ou à peu près évidemment, tant que ça reste dans la ligne du sommaire, et nous lirons vos messages à l'antenne avec plaisir et joie, et vous pouvez donc les adresser par courriel à courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr, ou téléphoner au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85, ou courtoisie@rc.fr. Nous commençons sans tarder. Manifestation donc pour Marine Le Pen. Et maintenant, comme dit la chanson, voilà, hier, environ 5 à 10 000 personnes, selon les différents chiffres fournis, ont manifesté place Vauban à Paris, donc près des Invalides, pour défendre Marine Le Pen et contester le rendu de justice au sens du vomi, le vomi de justice qui la priverait d'une candidature en 2027. La patronne du Rassemblement national s'est dite victime d'une chasse aux sorcières, après ce jugement, donc, qui, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, l'a condamnée en première instance pour un détournement de fonds publics à 5 ans de prison, dont 2 fermes, et surtout avec une exécution immédiate qui l'empêche de se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Marine Le Pen a dit « Ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique qui a non seulement bafoué l'état de droit, mais aussi l'état de démocratie. Voilà donc qu'il faudrait m'éliminer de la vie démocratique au nom d'un soi-disant trouble à l'ordre public démocratique, concept purement et simplement inventé pour l'occasion. » Ça, il faut avouer que c'est une nouveauté. Ce trouble à l'ordre public démocratique n'existe dans aucun code, je crois,
ni pénal. dans la Constitution, ni dans la loi, de même que Jean-Yves Le Gallou, allez, c'est parti. l'ordre public immatériel qui a été utilisé pour légitimer l'interdiction préalable de manifestation ou de réunion n'existe ni dans la Constitution, ni dans la loi. Quand on parle de l'état de droit, c'est de l'invention de juges progressistes, de juges militants, de juges partisans. L'état de droit, c'est une invention juridique. Enfin, l'état Richard de droit de Sèze. n'est pas une invention juridique. Enfin, si, vous avez parfaitement raison, Jean-Yves Le Gallou. Mais d'une façon générale, tout l'édifice du droit est une invention, en fait. Et que Christophe Boutin, qui est professeur de droit constitutionnel et politiste, le rappelle en permanence. Le droit n'est qu'une affaire d'interprétation. Et ce qu'on nous présente comme des totems infrangibles et inattaquables ne sont en fait qu'un échafaudage construit et solide et cohérent d'interprétations qui vont dans un certain sens et qu'on pourrait très très bien, à partir des mêmes prémices, à partir des mêmes soubassements, interpréter autrement pour bâtir quelque chose de tout aussi légal et de tout aussi état de droitesque que ce qui nous est infligé. Ce qui est quand même fort dans l'ordre public démocratique comme dans l'ordre public immatériel, c'est que ça ne renvoie à rien, ça ne renvoie à aucun texte. C'est même pas l'interprétation d'un texte existant, c'est une pure invention. Oui, c'est une invention, mais en même temps qui est dans l'esprit des institutions. Voilà. Si, on l'a rappelé 20 fois sur cette antenne, si le Conseil constitutionnel est capable d'expliquer que le principe de fraternité permet de négliger les lois sur l'accueil des immigrés clandestins, eh bien, les mêmes principes constitutionnels permettent d'expliquer que puisque la France a décidé de contracter en 2005 des noces abominables avec l'Union européenne, quelqu'un qui refuse ces noces-là, effectivement, se met en dehors du jeu des affaires publiques françaises. Et on voit bien qu'il n'y a pas besoin qu'une loi soit votée, qu'il suffit d'en appeler à ces grands principes un peu mous et un peu vaporeux que sont les principes républicains depuis quelques dizaines d'années, pour justifier tout, et le justifier d'une manière qui n'excède pas le champ d'application de la loi. Oui, ceci étant, ces interprétations, ces surinterprétations, ils ne remontent quand même pas, ils remontent à 1971, quand le Conseil constitutionnel s'est emparé du contrôle du contenu de la loi au nom de principes généraux, et à 1978, quand le Conseil d'État s'est emparé, du contenu des traités internationaux pour interdire telle ou telle disposition réglementaire. Donc c'est quand même pas si ancien que ça, cela remonte à une 50aine d'années. L'état de droit n'était pas dans la logique institutionnelle française, elle était dans la logique institutionnelle britannique ou américaine, ou allemande éventuellement, mais pas dans la logique institutionnelle française. Enfin, on avait surtout une définition différente de l'état de droit, puisque l'état de droit aujourd'hui signifie en fait la promotion des droits individuels, et c'est vraiment effectivement cette tradition allemande qui est mise en avant, alors qu'auparavant l'état de droit en France signifiait la hiérarchie des normes, autrement dit que tout en haut il y a la la hiérarchie des normes, c'est mais tout à fait recevable. J'interromps ce beau dialogue de fond de cours, là, ce serait cru à Roland Garros, boum, boum. Parce que je crois que Xavier Van Lierde a envie d'injurier violemment Richard de Sèze. Ah bah ce serait dommage. Voilà. Et c'est ce que je crois. Hein. Oui, non, mais comme Charles-Henri Deslois n'est pas là ce soir... Non, mais pas du tout. Ce qui m'a fait réagir, c'était cette idée que l'état de droit tel qu'il est conçu là était conforme aux institutions, et l'exemple donné qui était celui de la fraternité. En l'occurrence, l'interprétation qui était faite du principe de fraternité n'était pas conforme aux institutions, mais seulement à l'ère du temps. Ce qu'on met dans l'état de droit aujourd'hui, c'est simplement des lubies qui sont celles de l'ère du temps et qui vont contre les institutions. Et à propos du principe de fraternité, c'était très clair, car si l'on se réfère au débat préalable à l'introduction, justement, du principe de fraternité et des préambules de la Constitution, il est parfaitement clair qu'on entendait par là principe de fraternité entre citoyens, et plein d'autres articles le soumettent. J'ai pas comme vous, Richard, je n'ai pas un grand amour pour les institutions républicaines, mais pas au point de les diffamer en prétendant que la fraternité universelle était d'emblée
présente dedans et que ça ouvrait des droits à toute personne pour venir s'installer en France. Au contraire, je pense que le principe de nationalité était profondément républicain en l'occurrence, et que donc ils tordent les institutions, ils ne sont pas conformes à ces institutions. Et là, s'il n'y avait pas eu la Déclaration des droits de l'homme parmi les textes fondateurs de la Ve République, vous auriez parfaitement raison, mais manque de peau, justement. Oui, la Ve République a instillé le venin des droits de l'homme directement à la racine de cet édifice. Qui est quand même les droits de l'homme et du citoyen, ce qui est oublié dans l'interprétation contemporaine. Et pas de la citoyenne, tiens, d'ailleurs. Alors, et le droit du sang, qui était davantage républicain que monarchiste, au passage aussi, quand même. Alors, on vient de faire un joli point là, de droit constitutionnel, c'est magnifique. Mais qui était à la manif de Marine Le Pen ? Arthur de Vatrigan. J'y étais en tant qu'observateur. Mais c'est l'avantage. Ne vous dédouanez pas, Vatrigan. Absolument pas. Bon. Les manifs, c'est pas trop mon truc, mais donc j'étais comme observateur. Mais juste pour revenir sur vos discussions qui est passionnante, en fait, à partir du moment où on a fait des auto-attestations pour sortir, qu'on nous a dit qu'il fallait un chien pour se balader plus longtemps que si on avait un enfant qui avait des plaies dynamiques et qu'en fonction des rues paires et impaires, on avait le droit de se promener ou pas, je pense que l'état de droit, finalement, en fonction de la volonté politique, on peut s'asseoir dessus facilement. Donc maintenant, on peut me dire ce qu'on veut, l'état de droit, en fait, on a vu à une période qu'on pouvait s'asseoir dessus et que ça dérangeait pas grand monde. Alors, concernant c'était pas une manif, justement. Et c'est peut-être ça le problème, c'est que c'était un meeting. Une réunion publique. Alors, au départ, c'était annoncé comme une manifestation, parce que bougrement intelligent, la Cour d'appel a annoncé qu'ils avançaient le jugement en appel. Et donc, forcément, le moment où il y a eu l'annonce de la manifestation et l'annonce que on allait avoir un jugement rendu en appel avant l'élection présidentielle, Marine Le Pen était peut-être un peu pris en tenaille, parce que c'était compliqué de faire marche arrière, parce qu'en disant tu fais marche arrière, mais t'es gentil, il faut savoir si vraiment il y a une arnaque démocratique ou pas, et en même temps de pousser à la manifestation, alors que les juges ont dit, calmez-vous, la justice va être rendue. Et donc, elle a transformé ça en meeting. Et le meeting, c'est un meeting d'un parti politique, un meeting d'une personne. C'est-à-dire que ça ne dépasse pas ni la personne de Marine Le Pen, ni le parti Rassemblement National. Alors que la manifestation au départ, c'était contre le système, et là, on pouvait taper plus large. Ce qui fait que je pense déjà, il y avait un peu moins de monde que prévu. Ensuite, c'est vrai que le Rassemblement National... Est-ce qu'il n'y a pas aussi pardon de dire des choses très prosaïques et technique, mais est-ce qu'ils n'ont pas eu un problème de culture de la manif ? Non, mais il y a un problème de culture de la manif, évidemment, ça fait longtemps qu'ils l'ont pas fait, mais Fillon n'avait pas une culture de la manif non plus en 2017. Alors vous allez me dire, c'était en campagne, on est en pleine présidentielle. 35. Mais le Trocadéro 2017 avait été prévu puis annulé, puis finalement organisé un peu à la dernière minute, et pourtant ça a été, d'un point de vue du monde et d'un point de vue de la démonstration de la possession de la rue, c'était un succès. Tout le monde l'avait vu sauf François Fillon. Mais pourquoi ? Parce que c'était tous les réseaux catho-conservateurs qui l'avaient organisé. Or, si vous êtes fait une manif à Paris, on sait que l'électorat du Rassemblement National n'est pas à Paris, n'est pas dans la banlieue ouest. Donc ils ont affrété des cars, notamment du Nord, qui étaient là. La question, c'est est-ce que le nombre allait se faire par la bourgeoisie catho, droitarde, conservatrice ? Le problème, c'est que Marine Le Pen n'a jamais... pas de mal des auditeurs de Radio Courtoisie. Je sais pas en quoi c'est du mal. Conservateur, c'est droitarde. Droitarde. Bon, c'est pas... Mais j'ai pas dit droitardé, déjà. Mais Marine Le Pen n'a jamais montré d'incohérence et limite même un peu de... Comment dire ? De mépris vis-à-vis de ce courant-là, et en même temps, ce courant a quand même montré aussi du mépris vis-à-vis de Marine Le Pen. Mais malgré tout, ce qui était assez intéressant, c'est que malgré le petit nombre qui était présent, c'était quand même un mélange. J'étais assez surpris. J'ai croisé beaucoup de gens qui venaient de Issy-les-Moulineaux, de Versailles, de Chatou, du PEC, donc plutôt bourgeois, conservateurs, catho. Donc c'était assez intéressant. On a aussi trouvé, d'ailleurs, c'était, je crois que vous le disiez tout à l'heure, un mélange assez intéressant d'électeurs de Zemmour, de Dupont-Aignan. Il y avait Louis Alliot a d'ailleurs fait applaudir. Et c'est le seul qui l'a fait à son premier. Louis Alliot a pris la parole en premier. Alors je sais pas, c'était parce que c'était le premier discours, qu'il n'était pas encore très chaud, parce qu'il a appelé à l'union des droites, mais en tout cas, ça a fait un peu résonner des applaudissements, ce qui n'était pas le cas d'après. Au moment où Bardella est arrivé, tout le monde s'endormait, et la pauvre Marine est arrivée, alors que tout le monde était déjà en céphalogramme niveau 0. Mais en effet, il a appelé à applaudir Philippe de Villiers, Nicolas Dupont-Aignan, Marion Maréchal et j'en avais un autre que j'ai oublié, et Éric Zemmour, voilà, pardon. Et en effet, il y avait pas mal de ex-reconquêtes qui étaient présents, donc c'était assez... mais bon, parce qu'ils habitaient dans le coin. Oui, ils habitaient Paris. Mais voilà, c'était en tout cas pour vous dire que si l'extrême droite insurrectionnelle et factueuse, c'était eux,
on risque pas de refaire un sifflet 34 tout de suite. Quand même. Non, le problème qui Jean-Yves Le se Gallou. pose derrière la capacité à mobiliser dans une manifestation, moi, ce qui me paraît extrêmement préoccupant pour eux, c'est la capacité à contrôler la régularité du scrutin dans les bureaux de vote dans une élection présidentielle qui serait disputée. Dans une élection présidentielle qui serait disputée, ils sont hors d'état, dans l'état actuel des choses, hors d'état de contrôler sérieusement les bureaux de vote. Et par conséquent, ils ne peuvent en réalité gagner qu'à partir du moment où ils ont 52 ou 53% des électeurs. Sinon, ils seront volés dans toutes les métropoles, massivement. Et ça, c'est un sujet très préoccupant, parce que la tendance de Marine, c'est de dire, si j'ai bien compris, le militant chasse ses électeurs, chassons le militant, on aura des électeurs, sauf il y a certaines circonstances où on a besoin de militants. Alors c'est vrai qu'en plus, ça n'est pas l'ambiance générale. On a besoin de militants, quand même, pour manifester un peu dans la rue, pour défendre ses intérêts, et pour s'assurer de la sincérité du scrutin. Alors moi, j'ajoute peut-être une information qu'on n'a pas encore dite sur Ligne Droite, d'ailleurs, parce que, qui était très, très bien renseignée. Je crois que 90% de ce que je sais, je l'ai appris en écoutant Ligne Droite. Ce matin. Mais Bravo, Ligne Droite. les serveurs Internet du Rassemblement National, ont explosé, non pas sous le coup d'un attentat ou d'une opération de piraterie, mais bien sous le coup de l'affluence démentielle et jamais vue des internautes. C'est-à-dire que, par exemple... Pour adhérer. Pour adhérer, oui, et puis pour faire des dons. Et donc, en général, en période présidentielle, on peut compter sur des pics autour de 100 000 euros dans une journée. Là, ils ont eu plus de 300 000. C'est quand même 3 fois plus que dans une période présidentielle. C'est quand même gigantesque. Hein. Donc, on peut aussi dire qu'ils n'ont pas la culture de la manif, mais ils ont mais il y a une lame de fond. culture, en tout cas, de la mobilisation, mais par d'autres canaux désormais. Il n'y a pas de culture de manifestation, mais il y a une vraie lame de fond. Après, ce qui est assez amusant, j'ai noté ça, c'est qu'il y avait un discours dans la bouche de Marine Le Pen. Alors Éric Ciotti, c'était moins surprenant, mais un discours très religieux. J'ai entendu quand même « N'ayez pas peur » plusieurs fois, merci Jean-Paul II, la couronne d'épines. Qui a dit tout ça N'ayez pas peur, Éric Ciotti, la couronne d'épines, Marine Le Pen, sacerdoce, Marine Le Pen, la poutre, la paille, Marine Le Pen. En fait, il y avait tout un discours, comme si elle s'attendait à voir quelques Versaillais présents. Je vous fais des petits clins d'œil, coucou. Quoi. C'était assez amusant. Tiens, Quentin Dugast, je crois qu'on parlait de vous là. Est-ce que vous étiez à la manif ? Non, moi je n'étais pas à la manif parce que je ne suis plus parisien. C'est vrai. Et ça rejoint un petit peu, ce que je voulais dire, c'est-à-dire que il y a eu un afflux assez conséquent de personnes sur le site internet, ce qui ne m'étonne pas du tout. Et comparativement, peut-être que la manifestation faisait un peu pâle figure. Mais ce qui peut s'expliquer par le fait que je pense que beaucoup de gens qui ont adhéré au Front National et qui se sont précipités, au Rassemblement National, et qui se sont précipités sur le site internet à l'annonce du jugement, ne sont pas parisiens. Et s'il y avait eu des bus d'organiser, comme pour certaines manifestations, depuis la province, probablement qu'il y aurait eu plus de monde. Moi, ce qui m'intéresse, je suis allé sur le site internet également pour voir comment ils traitaient également tout ça. Et je constate que désormais, ils ont même créé une plateforme sur le site du Front National pour pouvoir faire de la formation auprès de leurs militants. Et donc, il y a une vraie préparation à la fois à l'exercice du pouvoir, mais en même temps, une vraie préparation pour les militants pour pouvoir gagner la prochaine élection. Donc, ils ont désormais un afflux massif de nouveaux adhérents. À plusieurs dizaines de milliers. Hein. Plusieurs dizaines de milliers. En une semaine. Ils ont par ailleurs la sympathie. Ils ont gagné une certaine forme de sympathie. J'ai vu plusieurs médias différents de radio qui interrogeaient des Français. Et les Français exprimaient le fait qu'ils n'avaient jamais voté Front National, mais que maintenant, désormais, ils allaient voter Front National juste parce qu'ils en avaient marre. Donc, effectivement, il y a une fenêtre qui s'ouvre assez large désormais, mais peut-être pas auprès, justement, des Parisiens
qui sont, comme chacun sait, des peureux et des lâches. Oh la généralisation. Alors, en tant que Parisien, Richard de Sèze, on a interrogé d'ailleurs sur ligne droite des participants. On a interrogé des participants qui effectivement ont témoigné, mais des participants à la manifestation qui ont témoigné de l'indignation dans laquelle ils étaient, de la révolte vis-à-vis de ce qui apparaît évidemment comme un coup d'État supplémentaire des juges qui s'arrogent le droit de décider des modalités de la vie démocratique sans trop s'inquiéter pour le coup de la séparation des pouvoirs. Je modérerais quand même la manière dont Corentin nous explique qu'il y a sans doute un mouvement populaire en faveur de Marine Le Pen. Je crois que beaucoup de Français sont énervés et c'est comme d'habitude l'électorat dormant, ceux qui ne militent pas au Rassemblement national mais qui ont envie d'essayer Marine Le Pen qui se sont manifestés une fois de plus. Mais les enquêtes d'opinion y compris celles du premier jour où on a appris le jugement et qui se sont succédées, ne témoignent pas d'un basculement de l'opinion en faveur de Marine Le Pen. Marine Le Pen consolide toujours aux alentours d'un tiers des Français, mais 37% mais elle consolide aussi beaucoup de gens qui ont une mauvaise opinion d'elle et qui n'en démordront pas. Et avec malgré tout cette manière incroyablement légaliste qu'ont la plupart des partis de s'exprimer, à part LFI, on apprend aux Français en permanence le respect de la loi. Marine Le Pen elle-même se montre très attachée en permanence à vanter les mérites de la loi, quelle qu'elle soit, et quelle que soit la manière dont elle est appliquée. Là, la moitié des Français considèrent que, alors évidemment, ce ne sont pas des experts de la chose juridique ni de la chose légale, et ils répètent ce que les médias leur ont dit, mais ils ne contestent pas la pertinence de la décision, et qui d'ailleurs, une fois de plus, d'un point de vue purement légal, n'a aucun défaut, sinon le fait que le juge est allé au maximum de ce qu'il était possible de faire, avec des justifications idiotes, mais qui néanmoins restent à l'intérieur du champ de la loi. Donc je ne suis pas du tout certain que Marine Le Pen soit en train d'engranger un véritable bénéfice, et surtout soit capable de l'engranger sur le long terme, parce que voilà, il y a loin de la coupe aux lèvres, et les différents soubresauts judiciaires avant l'élection présidentielle, à mon avis, ne présage pas de la qualité du Rassemblement national à être capable de mobiliser sur long terme. On a vu, et pardonnez-moi, je sais c'est un tunnel, je ne devrais pas, on a vu que cette mobilisation était faible, et ça reflète malgré tout l'absence de véritable militantisme au Rassemblement national. Ils ont des électeurs, ils n'ont pas de militants. Il y a un moment donné où, pour tracter, pour faire du porte-à-porte, pour gagner les petites mairies, pour constituer un appareil, pour faire en sorte que Marine Le Pen ne soit pas l'unique nom qui surgisse avec Bardella à ses côtés, on a besoin d'autres gens, quoi. Alors là, il y a peut-être un truc intéressant, une chose intéressante, pardon, c'est que c'est tous ces nouveaux adhérents, en théorie, ont laissé leurs coordonnées, puisqu'ils sont adhérents. Et si le RN est bien fait, en théorie, ils doivent être appelés dans les 15 jours au téléphone ou par courriel pour qu'on leur dise, bah voilà, vous êtes maintenant adhérent à Versailles ou à Colombes ou je ne sais où. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour vous engager au service du Rassemblement national ? Et là, ça peut créer une armée de militants. L'air de rien, si on se retrouve avec, je sais pas moi, 5000 militants ou même 800... en région parisienne, ça commence à faire du chiffre. Alors, 5000 militants, ça permet même pas de mettre une personne par bureau de vote. Hein. Et c'est pas le militant qui a adhéré qui est prêt à aller passer 14 heures dans un bureau de vote. Quoi. Voilà. Je crois que on peut se passer de militants, parce que l'époque d'ailleurs n'est pas au militantisme, bon, objectivement. Sauf qu'il y a un moment, on peut aussi avoir des militants sur les réseaux sociaux, mais il y a un moment où il faut une présence physique. Et ce moment où il faut une présence physique, c'est le jour de l'élection. Et c'est une présence physique pendant 14 heures. Voilà. Et ça, je pense que... il faut aussi peut-être des gens qui tractent, qui distribuent, qui collent, non ? On peut se passer de tractage et de collage avec les réseaux et tout. On peut se passer de tractage et de collage. Sauf que c'est un bon entraînement. Mais on ne peut pas se passer de présence dans les bureaux de vote et de présence qualifiée.
Arthur de Il Vatrigan. y avait 3 manifestations ce week-end. Donc on peut dire que le RN n'a pas de militants, mais si vous regardez dans les 3 manifestations, il y en avait une qui était prévue depuis longtemps, c'était celle d'Attal. Il a juste changé à Seine-Saint-Denis, je crois, à Saint-Denis même. Il a juste changé le thème en disant voilà, je suis le rempart contre l'extrême droite, quoi. C'est toujours assez amusant de voir un cerveau de boomer dans un corps de trentenaire, mais bon. Il a pris ce choix-là. Et il y avait Avec la un nouveau militant. slogan qu'il a rodé, je crois. Oui, tu voles, tu casses. Oui, comme d'hab. C'était un slogan qui duplique de son quand il était ministre de l'Éducation nationale. Et il y avait la manifestation de gauche et d'extrême gauche, pour le coup, dans leur fief, parce que à République, et ils peuvent mobiliser beaucoup plus facilement des gens, étant donné que la moitié de Paris vote pour eux. Et alors là, il y avait encore moins de monde que chez Attal. Donc, dans l'organisation, celle qui était la plus complexe à organiser, c'était celle de Marine Le Pen, et c'est celle qui a rassemblé comme le plus de monde, malgré tous les chiffres bidons qu'on a vus. Pour ceux qui étaient présents et ceux qui ont vu les photos, il y avait pas. Voilà, c'était celle de Place Vauban, il y avait plus de monde. Mais celle qui a besoin de contrôler les bureaux de vote, c'est pas les filles, les filles sauront bourrer les urnes sans problème. C'est pas Attal non plus. Ou la bande d'extrême centre, c'est elle qui a besoin sur de présence physique sur les bureaux. Oui, bien sûr. Voilà. Et je ne parle pas tout à fait en l'air, parce qu'il y a un précédent qui est une députée sortante, qui était sortante en Avignon, et qui a été battue, et pas battue par n'importe qui, par Raphaël Arnaud, le chef des Antifas, parce que lui, il a fait du contrôle, si vous voyez ce que je veux dire, des bureaux de vote, pendant qu'elle chassait les militants un peu trop marqués à droite ou identitaires qui étaient dans son équipe, et donc s'est retrouvée à poil, pardon de l'expression, dans les bureaux de vote. Et évidemment, il y a des bureaux de vote où M. Raphaël Arnaud a fait 93%. Voilà. Bon, et bien sur ces propos encourageants, donc il nous faut... Juste une dernière chose, je fais le lanceur d'alerte. Exactement, voilà. C'est-à-dire la leçon à retenir, c'est qu'il faut effectivement, si vous voulez adhérer au RN, vous préparer à savoir observer un bureau de vote, parce que c'est effectivement indispensable. Et vous l'avez fait d'ailleurs vous pendant des années, parce que c'est... Moi je pense que j'ai passé 800 heures à contrôler les bureaux de vote, donc j'ai une petite expérience, et je pense avoir réussi à limiter la fraude. Je dis à limiter, je ne dis pas à supprimer. Et il y avait tout un travail, il y a tout un travail de formation, parce que c'est pas si simple, et de formation pratique, de formation juridique et de formation psychologique, de pas se laisser intimider par des gens qui ont une culture de gauche et d'extrême gauche et qui savent très bien prendre l'ascendant sur leurs adversaires. Alors, si j'étais au Rassemblement National, là, je vous téléphonerais à la sortie de cette émission pour faire une espèce de stage de formation. Non, je le dis sérieusement. Ça paraît assez peu probable. Oh, pourquoi pas. Je veux juste revenir sur une chose que vous avez dit qui me paraît pas complètement vraie, c'est sur le tractage. On a vu la dernière élection présidentielle, les grands gagnants de la présence sur les RS, sur les réseaux sociaux, c'était Reconquête. Ils cherchent encore le vote caché. Marine Le Pen n'était pas très présente sur les réseaux sociaux, n'était pas très présente dans des grandes salles, n'était pas très présente non plus en télévision. Elle a fait beaucoup plus de terrain. Et on a vu quand même que cette lame de fond a besoin de terrain. Les réseaux sociaux ne suffisent pas, les grands meetings ne suffisent pas. Voilà, on peut pas juste aller dans les grandes gares TGV, quoi. C'est vrai, mais si vous voulez, objectivement, le tractage, ou le boitage, ou l'affichage sont beaucoup moins importants aujourd'hui en volume qu'ils ne l'étaient il y a 20 ou 30 ans. Voilà. Pour tous les partis d'ailleurs. Ceci étant, je suis d'accord que c'est extrêmement utile. La présence de marché, notamment le tractage dans les boîtes aux lettres, je crois que c'est plus très pertinent. Par contre, la présence sur les marchés, oui, parce que ça permet d'incarner. Exactement. Et l'affichage. Ça permet d'être vu. Là, on est dans l'espace public. Oui. Et donc là où on prétend que la droite n'a pas lieu d'être, là où on prétend que la droite n'a pas le droit d'exister, la droite montre qu'elle existe. Et nous avons plein d'auditeurs de Radio Courtoisie qui ont envie de parler. Donnons-leur la parole. Comment peut-on imaginer que Marine Le Pen devienne présidente de la France ? Aucun charisme durant les débats avec Macron. Elle se pose toujours en victime plutôt que de combattre. Pourquoi fait-elle une manifestation pour elle alors qu'elle n'a jamais organisé pour les Français des manifestations pour faire valoir nos droits ? Bien cordialement. C'est pas une mariniste. C'est pas une mariniste, ouais. Et c'est vrai, d'autres auditeurs disent, mais en fait, Marine, elle aurait pu organiser des manifestations à telle ou telle occasion, elle ne l'a pas fait. Voilà, donc c'est pour ça que nous ne sommes pas allés, la soutenir. Elle a même, dissuadé les gens d'aller à ces manifestations. Elle a dissuadé les gens d'aller
aux manifestations pour la manif pour tous, elle les a dissuadés pour les gilets jaunes. Je ne pense pas qu'elle les encourage pour soutenir les gueux face aux ZFE, etc. C'est vrai que c'est pour donner, pour recevoir, il faut avoir un peu donné. Elle n'a jamais donné dans les manifestations, Marine Le Pen, jamais. Et elle n'a jamais soutenu les gens persécutés par les juges. Jamais. État de droit, donc... C'est pas pour ça qu'il ne faut pas la soutenir. Non, mais ça explique peut-être les faits C'est de votre côté mobilisation. chrétien qui parle, Oui, Jean-Yves. certainement. État de droit, donc, à contrario, il existe un état de non-droit. État de droit, comment pourrait-il en être autrement, puisque le droit est là pour légiférer la société et son état? Le contraire sous-entendrait que le droit ne signifie absolument rien. Question un peu insidieuse. Pourquoi Marine Le Pen ne vient-elle jamais s'exprimer à Radio Courtoisie? Ah, eh ben alors, Marine Le Pen... Excellente émission, on continue cet auditeur. Merci. Marine Le Pen venait, c'est même moi qui la faisais venir, pour tout vous dire. Et puis, un jour, elle s'est retrouvée à se faire injurier par un de mes prédécesseurs. Et Que je ne nommerai pas, mais... On l'a reconnu. Qui ça elle en a nourri c'est une pas possible, c'est pas vraisemblable. une certaine amertume. Et puis, je pense qu'ensuite, elle a objectivement vraiment décollé. Alors, on a des contacts. Peut-être qu'elle viendra durant sa campagne, mais voilà, je pense aussi qu'elle a une stratégie qui est plutôt la conquête des immensités médiatiques et peut-être moins d'une radio où elle se dit qu'elle a peut-être un cœur de cible acquis, je ne sais pas, ou partiellement acquis. Ce que je trouve d'ailleurs dommage, puisque j'avais déjà eu l'occasion de lui en parler pour tout dire, et où je lui expliquais qu'effectivement Radio Courtoisie n'avait pas les audiences d'Europe 1 ou de France Inter, mais que c'était tout de même une vraie radio, avec l'accès aux ondes hertziennes, et que de fait, notre auditoire était supérieur à celui du Monde et du Figaro réunis. Alors, toute proportion gardée, voilà, c'est-à-dire que nous sommes plus que 2 quotidiens papier, mais évidemment moins qu'une grande radio. Et puis il y a même une forte chance qu'on lui pose des questions qui ne soient pas uniquement sur les boules puantes. Exactement, oui. Oui. Mais elle viendra peut-être, hein. Marine, si tu nous écoutes. Voilà. Oui, j'ai reçu une question que je n'ai pas à téléphoner. Je lui ai dit, je souhaiterais savoir si le jugement du procès concernant Jean-Yves Le Gallou a été rendu. Ah, Et si oui, quel a été le délibéré? Alors, c'est demain. déjà, Voilà. il n'est pas en prison. Ah, Voilà, c'est demain. Alors, donc, peut-être que lundi je prochain, on communiquerai. ne vous voit pas. Et non, je ne risquais pas la prison dans On ce peut cas faire une vision en particulier. prison. Ça Ah marche. oui, c'est vrai. Non, je ne risquais pas la prison dans ce cas particulier. On vous donc, fera passer un voilà. téléphone. Un avec- dernier rayon, un dernier zéphyr. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas ce risque-là. Bon, eh ben demain, dans ce cas-là, Je communiquerai demain ou mercredi évidemment. matin, bien sûr, dès que j'aurai les en éléments. direct. Voilà, oui. Alors, est-ce qu'on en a fini avec les messages d'auditeurs pour l'instant? Oui. Ou d'autres? Bon. Alors, on va écouter un petit message à la destination, justement, de nos auditeurs, et nous revenons juste après pour parler de Donald Trump, de Vance et des ZFE. Alors, tout cela, évidemment, bien séparé. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Oui, merci à vous, chers auditeurs, qui soutenez votre radio, une radio qui n'a pas de publicité, qui n'a pas de subvention, qui ne vit que grâce à ses auditeurs. Et donc, évidemment, si vous voulez que nous puissions continuer à faire des émissions libres, indépendantes et parfois un petit peu impertinentes, n'hésitez pas. Faites-nous un don, même modeste. Encore une fois, nous avons, d'après nos dernières statistiques, 1,5 million d'auditeurs uniques par mois. C'est considérable. Des gens qui écoutent parfois plus de 5 heures par jour, d'autres qui écoutent plusieurs heures par semaine. C'est quand même considérable. C'est leur radio de prédilection. Mais malheureusement, je dois dire que nous avons seulement 16 800 bienfaiteurs. C'est trop peu. C'est beaucoup trop peu. Nous avons besoin de 20 000 mécènes, 20 000 bienfaiteurs au moins, pour pouvoir être vraiment serein et vous organiser les meilleures émissions possibles. Donc voilà, vraiment, si chaque auditeur donnait ne serait-ce qu'un seul euro, ce serait vraiment formidable et nous serions à l'abri du besoin. Donc je le répète, vraiment, il n'existe pas de petits dons. Si vous voulez donner 5 euros, nous les prenons avec joie et reconnaissance. Si vous êtes confortablement installé dans la vie, n'hésitez pas à donner 500 ou 1000 ou plus. Vous pouvez aussi, si vous voulez poursuivre votre combat grâce à nos ondes, faire un leg. C'est une vraie possibilité. Il y a nous avons un avocat qui est Pierre Gentillet qui peut vous conseiller. Nous avons une directrice administrative qui est Amandine Sicot qui est disponible également.
parce que nous avons besoin vraiment, nous, de ressources importantes et nous avons surtout besoin de ressources stables pour vraiment poursuivre notre combat. Radio Courtoisie va fêter ses 40 ans en 2027 et j'espère que nous allons repartir pour 40 autres années. Donc, si c'est grâce à vous, ce serait formidable. Voilà, c'est formidable comme cet auditeur de Paris qui envoie 50 € et qui nous dit « Cher monsieur... » Ah ben c'est à moi qui s'adresse. « Cher monsieur Bouclet, toutes mes félicitations pour votre courage et votre... Oh là là, mon Dieu, et votre talent. » Mais c'est vrai, gentil. Président. Et je jure que c'est pas moi qui fais écrire le courrier. Donc, en effet, il faut de solides qualités pour diriger une institution prodigieuse telle que notre Radio Courtoisie. Oui, oui, Radio Courtoisie est une institution prodigieuse, j'en témoigne. Je fais mon possible pour vanter vos mérites, ceux de Radio Courtoisie, j'espère, pas les miens, ma ferveur et ma conviction. Je vous envoie un don en regrettant de ne faire mieux, mais le cœur y est intégralement. Merci pour ces grands bonheurs qui aident à vivre. Eh bien, cher monsieur, un immense merci. Je précise que vous n'êtes pas de ma famille, mais je vous remercie du fond du cœur. Un couple d'auditeurs de Saint-Martin-Bocherville en Seine-Maritime envoie 20 €. En attendant des jours meilleurs, il y a Radio Courtoisie, heureusement. Merci à tous, vous êtes merveilleux. J'aurais aimé être plus généreux. Eh bien, merci à vous, merci beaucoup. Une auditrice de Paris envoie 100 € et nous dit enfin, après des problèmes à la suite du décès de mon mari, je peux aider ma radio préférée, ce n'est pas beaucoup. 100 €, c'est quand même tout à fait beaucoup, tout à fait bien. Je ferai mieux la prochaine fois. Merci à Monsieur Delcourt pour ces belles émissions que mon mari appréciait beaucoup. Nous transmettons donc à Thierry Delcourt. Un auditeur de Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne envoie 100 €. Voici ma contribution pour que vive Radio Courtoisie. Bravo à toutes vos équipes. Un grand merci à Monsieur Tournafond. Transmettez-lui mes amitiés ainsi qu'à son épouse. Eh bien, ce sera fait, cher monsieur. Et merci pour votre générosité. Un couple d'auditeurs d'Aix-en-Provence, dans le Rhône, envoie 150 € et nous dit « Fidèle auditrice depuis Radio Solidarité », donc c'est-à-dire depuis les années 1980, avant 87. « Mon mari serait heureux de m'aider à vous encourager. Il est mort le 2 février dernier, enterré en Corse. Je félicite tous les acteurs qui contribuent à la prospérité de notre exceptionnelle radio, qui défend si bien notre patrie et ses valeurs. » Eh bien, chère madame, déjà toutes nos condoléances pour votre époux et nous espérons qu'il repose bien là où il est et qu'il vous voit et qu'il nous écoute peut-être encore, on ne sait jamais. Et en tout cas, un immense merci pour votre générosité. Un auditeur du Plessis-Trévise dans le Val-de-Marne envoie 150 €. Très heureux de vous apporter ma modeste contribution et je vous souhaite une grande réussite. Eh bien, cher monsieur, merci. C'est grâce à vous s'il y a réussite et ce sera grâce à tous les auditeurs et notamment les auditeurs clandestins, les pirates, ceux qui ne donnent pas, mais qui pourraient se mettre à donner du jour au lendemain, s'ils nous écoutent, que nous aurons effectivement de grandes réussites. Nous comptons vraiment sur vous. Alors, après ce passage, nous revenons à notre sommaire, et donc aux États-Unis. La droite a-t-elle raison d'aimer James Vance et Donald Trump ? Donc, je le disais en introduction, la bourse de Paris a reculé ce matin de 6% face à une offensive protectionniste américaine. Le monde viticole français est en panique devant les 200% de droits de douane américains sur les vins français. Donc on peut quand même légitimement se poser la question. Et c'est un contexte à mettre en rapport avec les messages du vice-président américain, donc James Vance, qui a manifesté une violente hostilité envers l'Europe lors de discussions privées qu'il avait sur le réseau Signal. Et ces discussions donc, qui portaient sur la question de bombardement contre les Houthis du Yémen ont laissé donc filtrer des messages où Vance expliquait qu'il était peu enclin à bombarder les Houthis, non pas parce que c'est son humanisme qui parlait, mais parce qu'il détestait voler ainsi au secours des Européens. Alors c'est quand même un peu bizarre. Et aux yeux de Vance, donc, cette opération américaine visait plus à sécuriser la navigation européenne que la navigation américaine, et donc il était plutôt contre. Voilà, il avait aussi déjà critiqué l'Europe lorsqu'il était encore sénateur. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez. L'Europe ou les dirigeants européens, l'Europe ou l'Union européenne, l'Europe ou l'oligarchie européenne, liée par ailleurs aux globalistes de Biden ou d'Obama. Voilà, c'est quand même une question. Eh bien, je vous la pose. Alors, selon vous? Alors, je ne vais pas répondre sur Vance. Et les vignerons cosmopolites et technocrates. Non, mais, je pense que sur l'affaire des droits de douane mis par Trump, on ne place pas les choses dans les bonnes perspectives. D'abord, premier élément, Trump
l'avait annoncé. Donc il fait ce qu'il dit, ce qui est évidemment très choquant, puisqu'on est habitué à ce que les promesses électorales ne soient pas suivies. C'est la première surprise. La deuxième, c'est que moi j'ai entendu pendant les élections européennes l'ensemble des candidats, même les candidats d'extrême centre un peu plus timidement, se prononcer plutôt contre les nouveaux développements du libre-échange et par exemple refuser un nouvel accord de développement, un nouvel accord de libre-échange avec le Canada ou avec le Mercosur, avec l'Amérique latine, etc. Réserve sur le libre-échange. Et qu'est-ce que fait Donald Trump ? Il donne un grand coup de pied dans la termitière du libre-échange en rétablissant des droits de douane et en revenant effectivement sur les 40 dernières années qui ont été l'évolution vers toujours plus de libre-échange. Troisième élément, il est à la tête d'un État qui a 1800 milliards de déficit commercial et 900 milliards de déficit budgétaire. Et de ce point de vue-là, le droit de douane, c'est un peu une aubaine, parce que ça permet de combler le déficit budgétaire et ça permet de combler le déficit commercial. Donc tout ça est assez cohérent. La question que nous devrions nous poser, nous, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger notre commerce extérieur, protéger notre budget, pas forcément contre les États-Unis. Le problème, c'est qu'on est mal armé pour riposter aux États-Unis, puisqu'on achète aux États-Unis de la technologie et des produits pétroliers dont de toute façon on ne peut pas se passer. Et comment on pourrait rétablir, protéger nos frontières ? Peut-être en mettant, comme les États-Unis le font, les droits de douane sur la Chine et sur l'Asie. Richard Dechaise, un mot là-dessus, je crois que vous en avez parlé à Radio Courtoisie. Oui. D'une part, Jean-Yves Le Gallou a parfaitement raison de dire que Trump met en œuvre la politique qu'il avait promise de mettre en œuvre, et par ailleurs une politique qu'il a déjà menée lors de son premier mandat. Donc autrement dit, on n'est pas totalement étonné. Par ailleurs, deuxième point qu'a souligné Jean-Yves Le Gallou, Sandrine Rousseau, qui était en guerre contre le libre-échangisme et qui expliquait à quel point tous les traités négociés par l'Union européenne étaient des catastrophe pour les deux parties, et notamment pour les agriculteurs, pour l'environnement. Au lieu de se réjouir du fait que Trump soit un farouche adversaire du libre-échangisme, est en train de sangloter sur le sort des Américains. Donc il y a une incohérence totale, et le fait d'être pour ou contre Trump supplante toute la logique, en fait. Voilà. Donc nous sommes évidemment d'accord avec Trump quand Trump abat la muraille du libre-échangisme et fait en sorte, au contraire, de dresser les murailles intelligentes d'un nationalisme économique. Et sur la manière dont les bourses s'affolent, pour moi, il s'agit plutôt d'un ajustement. De toute façon, une partie de ces valorisations boursières ne riment à rien. La valorisation boursière de Tesla était démesurée par rapport à la rentabilité effective et aux capacités de production de Tesla. Et il y a comme ça, le Nasdaq notamment a beaucoup perdu. Le Nasdaq, ce sont les valeurs technologiques. Il y a quand même un côté spéculatif à la bourse qui a l'air d'échapper à une partie des commentateurs aujourd'hui. On nous parle de krach, on nous parle de lundi noir, on nous parle de 1929. Là, pour le moment, ce sont des valeurs volatiles et spéculatives qui sont en train d'être corrigées, et comme d'habitude lorsqu'il y a une crise, en fait les valeurs les plus spéculatives connaissent les baisses les plus fortes, et au contraire on se retrouve avec des valeurs de père de famille et tout ce qui est minerais et autres biens convoités par les gens normaux qui continuent à très bien se porter. Donc j'ai pas l'impression qu'on est en train d'assister à quelque chose de terrible, et une fois de plus d'ailleurs Trump lui-même avait expliqué qu'il savait très bien que les marchés financiers seraient bousculés, c'est normal. Comme l'a dit Jean-Yves Le Gallou, on est en train d'assister à une remise en cause de toute l'architecture économique et financière qui est en œuvre depuis 40 et même 50 ans, depuis Bretton Woods. Et donc on se retrouve avec un système qui a un accès de fièvre et qui est en train de se redimensionner, et peut-être sans doute de rentrer en résistance pour une partie de ceux qui sont capables d'avoir assez de fortune pour lutter contre les États, ce qui existe assez régulièrement dans la grande finance. Arthur de Vatrigan. Une analyse intéressante que j'ai vue de Charles Gave, le financier, sur
une des raisons, c'est pas la raison principale, mais une des raisons, c'est aussi de récupérer l'argent de l'optimisation fiscale des grandes multinationales américaines. Par exemple Apple, qui fait construire en Chine pour rien, qui passe par l'Irlande, qui a un accord avec l'Amérique, qui leur vend très cher et donc qui paye plein d'impôts. Donc cette explication est assez intéressante. Ensuite, la France va morfler certes, mais pas forcément toutes les entreprises françaises, puisque je vous rappelle qu'il y a pas mal d'entreprises françaises qui produisent aux États-Unis. On peut parler de Schneider, par exemple, L'Oréal, bon bref, il y a pas mal d'entreprises. Donc pour eux, c'est le jackpot. Ensuite, concernant l'Union européenne, si je ne me trompe pas, il y a 40 ans, la moitié des ressources de l'Union européenne venaient des droits de douane. J'ai pas l'impression que les ressources aient baissé, les droits de douane si, donc elles ont été compensées par les États, donc à savoir par nous. Donc c'est peut-être pas inintéressant de se reposer la question de l'intérêt des droits de douane au sein de l'Union européenne, pourquoi pas au sein de la France. Et enfin, sur votre question, cher président, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, on pourrait peut-être arrêter de se financer notre armement, d'acheter l'armement chez les Américains. On pourrait dire ça à nos copains polonais et allemands qui, par exemple, ont acheté des F-35 au lieu d'acheter des Rafales. Bon, maintenant, il n'y a peut-être pas de raison d'aller de donner de l'argent pour remplir les poches de l'oncle Sam et essayer de voir ce qu'on peut faire entre pays européens, puisque ça fait des années, des décennies qu'on nous explique que l'Union européenne, c'est aussi un marché commun. Bon, on l'a jamais vu, mais ce serait peut-être l'occasion de le faire. Ça serait l'occasion de le montrer, oui. Oui, ça peut avoir ce mérite, cette bousculade, qui serait effectivement de nous rappeler à nos propres devoirs, et les dirigeants, encore une fois, ont le devoir de servir les intérêts de leur nation et de prendre des mesures au lieu de simplement parler. Je crois que les dirigeants allemands ou danois ou autres qui achètent, ou polonais, qui achètent du matériel militaire américain, sont en fait dans la main de l'État profond américain, et donc ils vont continuer à acheter américain. Et peut-être qu'ils critiquent Trump, parce que Trump n'est pas tout à fait en odeur de sainteté de ces milieux-là. Je voudrais ajouter un dernier élément. Je pense qu'Arthur de Vatrigan a eu tout à fait raison de dire l'Europe au départ, l'Union européenne au départ, c'est un marché commun, c'est-à-dire un marché protégé par un tarif extérieur commun. Et on a eu de cesse que de supprimer ce tarif extérieur commun au point que c'est devenu des recettes absolument négligeables. L'autre aspect dans la révolution quand même économique trumpiste, c'est qu'il y a trois grands acteurs économiques: les consommateurs, les producteurs, les actionnaires. Les actionnaires, d'ailleurs, c'est pas seulement les gros actionnaires, c'est les rentiers, c'est les retraités. Et le système du libre-échange, il jouait pour les consommateurs, pour les actionnaires, donc les retraités et les rentiers, et contre les producteurs. Et donc, il y a une espèce de volonté de la part de Trump d'inversion en faveur des producteurs, c'est-à-dire de ce qui reste de la classe ouvrière américaine qui a été totalement détruite, comme en France d'ailleurs, par le libre-échange généralisé. Voilà. Oui. Et donc on ne veut pas dire à la fois revenons vers les producteurs, critiquons les actionnaires et critiquons le tout consommation et critiquer la politique de Trump. Mais c'est donc vrai. Il faut expliquer à nos vignerons qu'en fait ils sont un peu cons. Alors les vignerons sont pris. Je vous demande. Je reconnais que les vignerons sont pris en otage dans cette affaire. Voilà. Corentin Dugas, Xavier, je vous donne la parole juste après. Corentin Dugas voulait intervenir. Non, mais simplement, je voulais simplement réagir par rapport à ça, parce que effectivement, je ne suis pas un fervent défenseur du libéralisme, même si le libre-échange peut avoir plusieurs avantages. Mais en fait, ce qui est complètement dommageable ici, c'est qu'on voit bien qu'on n'est absolument plus en capacité de se défendre économiquement, quelles que soient les décisions qui sont prises par les États-Unis. Et pour moi, c'est ça le grand drame de ce qui est en train de se passer, c'est que le fait que Trump veuille rétablir un peu de souveraineté américaine et se faire de l'argent sur le dos des autres pays, a priori, c'est son juste droit puisqu'il est président de son pays et que son rôle est de défendre ses intérêts. Mais nous, derrière, on semble être un peu la bête blessée qui passe sans arrêt à essayer de courir pour mendier un peu de charité de ses voisins puissants, pour avoir un restant de gamelle ou pour avoir un petit peu d'eau, et incapable que nous sommes de nous défendre plus que ça face à des attaques économiques. Et pour moi, c'est ça le principal sujet, c'est qu'effectivement, derrière, on va avoir des vignerons, puisque c'est le secteur dont on parlait, qui, eux, n'auront
pas leur mot à dire évidemment et vont juste souffrir de la situation parce que effectivement les exportations d'alcool sont quand même assez fortes aux États-Unis. Et donc, pour moi, c'est ça l'inquiétude finalement massive. Les marchés financiers, bon, bah, il y a des crises. Là, je retire ma casquette de catholique et je reprends celle de family office manager. Les marchés financiers baissent et remontent. C'est un peu l'histoire de la bourse, donc ça m'inquiète pas outre mesure. En revanche, le fait qu'on soit incapable de défendre les intérêts des plus petits qui sont en France, ça, c'est beaucoup plus gênant. Mais on ne les défendait Xavier déjà Van pas. Certes. Oui. Xavier Van Lierde. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que depuis que Trump a pris ces mesures, on entend une petite musique, et notamment de la part de Madame von der Leyen, mais aussi d'Emmanuel Macron, évidemment, qu'il fallait une réponse absolument commune et coordonnée des Européens. Pourquoi pas dans la théorie, parce que ça illustrerait que voilà, on a un gros marché de consommateurs. Vous avez remarqué d'ailleurs, Macron ne cesse de dire que nous sommes très puissants parce que nous sommes un gros marché avec plein de consommateurs et que c'est ça qui nous rendrait puissants. Ben non, la puissance, ça vient de la production, pas de la consommation. C'est ce que Trump probablement vient de comprendre. Mais c'est pas là où je voulais en venir. Le principal, c'est que donc cette réponse coordonnée qui devrait permettre de mieux nous défendre, aboutit à ceci qu'aujourd'hui, Mme von der Leyen explique que finalement, la force de frappe de l'Union européenne, on l'oublie, on va peut-être pouvoir négocier à part un accord avec Trump, mais uniquement sur les biens industriels, c'est-à-dire en gros sur l'automobile allemande, et quant à l'agriculture française, elle va passer à la trappe. C'est-à-dire que nos malheureux agriculteurs ne sont pas seulement victimes de Trump, mais d'un gouvernement français qui n'est pas capable de faire valoir les intérêts des producteurs français auprès des institutions européennes et qui, constatant que les institutions européennes ne les défendent pas, ne reprend pas ses billes pour les défendre de façon directe en négociant directement avec les États-Unis. Oui. Et effectivement, quand même, Ursula von der Leyen a proposé une exemption complète de droits sur tous les produits industriels. Donc, ça veut dire qu'il y a des droits de douane qui existent déjà dans l'Union européenne sur les biens importés des États-Unis, et il y a des droits de douane, évidemment, dont on a compris qu'ils allaient augmenter sur les biens que les États-Unis importent depuis l'Union européenne. Ce que Ursula von der Leyen dit, c'est à tant faire qu'à proposer des traités équitables, eh bien, supprimons l'intégralité des droits de douane des deux côtés, et donc comme ça, il n'y a plus d'intervention étatique. Mais effectivement, c'est uniquement sur les biens industriels qui sont en fait le plus gros déficit des États-Unis vis-à-vis de l'Union européenne. C'est-à-dire, les États-Unis n'importent quasiment aucun bien agricole, et c'est surtout des bagnoles allemandes qui sont concernées. Donc, une fois de plus, Ursula von der Leyen fait le jeu de l'Allemagne avant de faire le jeu de l'Europe, et Xavier Van Linden a raison de le souligner, Trump a expliqué qu'il voulait devenir une nation de producteurs, et a expliqué que les globalistes, les mondialistes, donc, avaient fait en sorte que les États-Unis ne soient qu'une nation de consommateurs. Et voilà, donc Trump y renonce, et on voit dans quel objectif. Et en revanche, Macron, lui, continue à être persuadé, comme les gens de la Commission européenne, que la seule chose qui compte, c'est que n'importe qui puisse acheter n'importe quoi à bas prix, quand bien même tout serait fabriqué ailleurs, et donc que plus personne n'ait de l'argent au bout du compte. Alors, avant de donner la parole à Arthur de Vatrigan, j'aimerais souligner quelque chose qui me perturbe un peu toujours, c'est le fait qu'on devrait prendre modèle sur ce genre de politique. C'est-à-dire, moi, je suis assez d'accord pour qu'on prenne modèle sur les Américains, parfois même sur les Russes, pourquoi pas. C'est-à-dire, sur ce côté, ayons une politique forte, donc effectivement, soyons producteurs et pas simplement consommateurs. En revanche, ça ne nous oblige pas. Moi, ce qui me gêne, c'est l'idolâtrie dans nos milieux, notamment, qu'on peut avoir parfois pour certaines figures. C'était Poutine avant-hier, c'était Poutine hier, c'est maintenant Trump. C'est un peu inquiétant, cette idolâtrie constante, permanente, qui consiste quand même parfois à se déconnecter des réalités, et c'est-à-dire qu'on devrait comprendre qu'ils peuvent être un modèle, mais qu'ils ne sont pas nos amis, et que nous avons nous-mêmes une politique à mener, une politique de grandeur, et qu'une politique de grandeur ne peut pas se mener en étant assujettie à des gens aussi sympathiques est-il l'air sur des vidéos quand ils engueulent un président ou quand ils menacent de buter les uns et les autres jusqu'au fond des chiottes. C'est fort marrant, c'est fort sympathique, mais c'est pas une raison pour se soumettre, et on devrait nous-mêmes viser à la grandeur et pas à la suggestion. C'est ça qui me perturbe toujours beaucoup. Sur ce, je vous donne la parole. Mais c'est une excellente remarque et je reviendrai dessus, si vous me permettez. Mais peut-être voir la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on va peut-être réavoir du vin un peu buvable.
Parce que dans l'américanisation... Cette remarque d'alcoolique. Pas du tout. Oui, un peu, mais il ne faut pas oublier que dans l'américanisation, on a eu l'américanisation du palais, notamment à cause de l'immonde Guy de Parker. Absolument. Là, hein, voilà. Vous avez 100% Donc on a raison. quand même créé du vin parce qu'on exportait majoritairement ou qu'ils achetaient très très cher pour le palais américain qui, comme chacun sait, n'a aucun goût, ne distingue rien, ni les complexités, ni les subtilités. Donc si ça peut permettre de retrouver du vin buvable, c'est une bonne nouvelle. Oui. Mais pour votre très bonne remarque sur la fidélité de substitution, on sait le problème, c'est comme la droite a toujours une attirance pour la grandeur et la puissance. Comme ils ne la retrouvent pas chez elle, et ben elle va la chercher ailleurs. Donc c'était Poutine, c'était Vance, et donc quitte à même se faire humilier, quitte même à prendre du plaisir à voir son président se faire humilier parce qu'elle le déteste. Bon, bah Macron, je le déteste, j'ai honte, il me fait souvent honte, mais ça reste mon président, et si un espèce de plouc américain qui a à peine 200 ans d'existence va lui faire la sonde, bah mon orgueil va être un peu blessé, et je fais attention encore à avoir un peu d'orgueil, en tout cas un minimum. C'est bien. Moi, je ne place pas mon orgueil dans Macron, Dieu merci. Donc, quand il se fait humilier, que ce soit par les uns ou les autres, je ne me sens mais en tant que absolument président pas visé, français, ça me dérange. Qui se fait humilier parce qu'il est président français, moi, en tant que français, ça me dérange. Oui, même s'il passe son temps sur à la l'humilier. terre entière. Oui, il s'est humilié sur la terre entière. Bien sûr, il n'y a pas de ça me Trump, dérange. pas attendu Vance ni Trump. Pas tout Nous ça, n'avons pas besoin ni de Trump ni de Poutine pour que la fonction présidentielle, puisque j'ai compris que c'est celle qui vous importait, soit rabaissée. Et celui qui la rabaisse celle qui m'importe du c'est tout. malheureusement celui qui en est le titulaire aujourd'hui. On n'a pas besoin des autres. Mais je vais pas malheureusement. applaudir avec les autres. Bref, allez, on va dire du bien des Américains, là. On a un autre sujet où tout le monde va se... Encore que, pas si sûr que ça. Ça me fait penser à la chanson de Dutronc, cette séquence. C'est Fais pas ci, fais pas ça. Donc la semaine dernière, plusieurs groupes français ont reçu un courrier de l'ambassade américaine qui leur demandait de supprimer leur programme diversitaire s'ils voulaient continuer à travailler avec les États-Unis. D'autres entreprises européennes, en Belgique, et en Espagne, en Italie, ont reçu une lettre semblable. Alors, voilà, est-ce que selon vous, c'est réjouissant ? Est-ce que c'est une ingérence, une pression ? Est-ce qu'au contraire, c'est une libération ? Et bizarrement, les mêmes entreprises diversitaires n'avaient pas protesté quand elles avaient été sommées par l'administration Biden d'adopter des mesures diversitaires. Et là, donc, la gauche se soulève contre l'ingérence yankee, mais un peu tard. Alors, que pensez-vous de ces mesures prônées par les ambassades américaines ? Alors, en l'occurrence, il n'y a pas d'ingérence si ils imposent des règles pour passer des marchés américains. Si ils passent des règles pour passer des marchés américains, nous, on pourrait tout à fait mettre des règles aussi pour passer les marchés en France ou en Europe. C'est pas de l'ingérence, c'est pour eux-mêmes. Bon, alors pour le reste, il y a eu effectivement une ingérence. Quand l'ambassade américaine en France, à l'époque où je crois M. Rifkin était l'ambassadeur à l'époque d'Obama, et où ils ont mis en place toute une série de personnalités sélectionnés par le département américain pour jouer les influenceurs de la diversité, comme Madame Rokhaya Diallo, par exemple. Donc là, il y a eu ingérence parce qu'ils développaient de l'influence à l'intérieur de la France. Là, ils fixent des règles pour passer leur propre marché. Bon, c'est leur affaire. Alors, objectivement, les banques françaises qui vont très loin dans leur politique de diversité, elles vont déjà être obligées, effectivement, de corriger leur politique de diversité aux États-Unis. Est-ce qu'elles vont continuer à faire autant de zèle en France ? J'en sais rien. Mais si elles font un peu moins de zèle diversitaire en France, on pleurera pas. Alors ça, c'est ma crainte. Enfin, on pourra y revenir après. C'est que sous la pression des États-Unis, tous ces dingos diversitaires, woke, etc., finissent par faire de l'Europe une sorte de sanctuaire de la gauche wokiste. Et là, j'avoue que ça m'effraie un petit peu. Mais ça n'est pas le sujet. Encore que Richard de Sèze. En fait, une fois de plus, Jean-Yves Le Gallou a tout dit, c'est-à-dire que l'ensemble des critères ESG qu'on suit, ce sont d'abord des effets de la puissance d'influence des États-Unis qui ont promu leur agenda progressiste avec la manière dont ils comptaient établir des normes internationales de respect de l'environnement, de respect d'un certain type de gouvernance, etc. À chaque personne, comme vous l'avez dit, Président, car vous êtes deux à avoir toujours raison ici, Jean-Yves et vous, personne à l'époque n'a protesté contre cette
ce pouvoir d'influence américain, et tout le monde au contraire s'est félicité que les États-Unis soient devenus un phare de l'humanité à l'instar de la France. Donc voilà, il y a jamais la seule ingérence qu'il y a véritablement eu, c'était dans l'établissement de ces normes internationales gouvernées par les États-Unis, qui d'ailleurs systématiquement, chaque fois qu'ils mettent au point des normes internationales, se gardent bien d'y adhérer pleinement eux-mêmes. Les accords BAL 2 et BAL 3 sur la manière de capitaliser les banques françaises n'ont pas été suivis par les États-Unis, qui n'ont pas du tout les mêmes règles prudentielles et qui du coup peuvent se permettre des acrobaties financières bien différentes de celles de la Société Générale ou de BNP Paribas. Et même chose pour à peu près l'intégralité de ce que l'Amérique impose au reste du monde sous prétexte de montrer le chemin du progrès, et qui en fait à chaque fois bénéficie elle-même d'un droit exorbitant de ce qui devient peu à peu le droit commun. Arthur de Vatrigan, pour l'incorrect donc. J'aime bien les flatteries de Richard de XVI, on dirait Macron qui parle de Théoun, c'est toujours assez amusant. C'est flatteur. Ok. Je sais pas qui est qui. Je sais pas comment il faut le prendre. Sur le principe, sur le papier, c'est une bonne idée. Alors même s'il parle de politique inclusive, le problème c'est que l'Amérique fait pas dans le doigté, et que là, si vous regardez un peu, notamment aux États-Unis, ils mettent tout le monde dans la charrette. C'est-à-dire que vous avez toutes les délires woke, mais vous avez aussi les personnes atteintes du handicap et les femmes enceintes, par exemple. Donc, Alors, est-ce que vous pouvez développer ce qu'on m'a rapporté notamment de cabinets avocats américains, c'est que dans la politique d'inclusion, il n'y a pas que tous les délires woke, il y a aussi des personnes atteintes du handicap, les femmes enceintes, voilà. Et que, en fait, il efface tout d'un trait. À l'américaine. Donc c'est ce qu'on peut leur reprocher. Voilà, oui. c'est la méthode américaine, ils font le bazooka, quoi. Donc faut faire assez attention à ça. Et juste je vous propose une petite remarque sur le moteur de Vance et Trump, Vance vis-à-vis des Européens et Trump vis-à-vis notamment des grandes entreprises et des cabinets d'avocats. Je me demande s'il n'y a pas un moteur de revanche derrière ça. Si vous regardez l'interview de Rod Dreher d'il y a quelques mois ou quelques semaines, était assez intéressante. Après le discours de Munich, il expliquait que J.D. Vance avait été profondément humilié lorsqu'il était venu un an plus tôt, parce que personne ne lui avait adressé la parole. Il s'ennuyait tellement qu'il était même parti bouffer des huîtres avec son copain Rod Dreher. Rod Dreher qui est venu à Radio Courtoisie il y a quelques jours. Et donc, il y a cette haine européenne, on ne se demande pas s'il n'y a pas cette espèce de moteur de revanche. Et chez Trump, si vous regardez la manière dont il se comporte avec les cabinets d'avocats américains, tous les cabinets qui ont été mêlés de près ou de loin avec ses affaires judiciaires, il leur demande tous de faire des dons assez importants au Parti républicain, sinon il ferme tous les bureaux fédéraux. Oui. Donc le moteur, la vengeance et de la revanche, qui n'est pas forcément une qualité pour un homme d'État, je me demande s'il n'y a pas de ça chez Vance et chez Trump. Alors, avant de donner la parole à Corentin Dugast, je rappelle effectivement que je crois que c'est Richard de Sèze qui a brillamment interrogé Rod Dreher en anglais, sur notre antenne. Presque. Oui, en anglais. Il y avait un traducteur. Voilà. Mais en fait, moi, je lui ai parlé en anglais après, parce que en fait, à l'antenne de Radio Courtoisie, je ne sais pas si vous êtes au courant, ville sycophante, que nous parlons français. C'est pourquoi je vous demandais si vous l'aviez interviewé en anglais. Non. Interrogé. Il comprend très bien le français d'ailleurs. Oui, il fait semblant de ne pas le comprendre, mais il le comprend. Non, il le comprend très bien. Il a vécu plusieurs années en France. Il a découvert Dieu à Chartres. Dieu qui est français, comme chacun sait. Donc, non, il y a. Corentin Dugast. Oui, et d'ailleurs, par rapport à Rod Dreher, la dernière fois que je l'avais vu en conférence, il annonçait son nouveau livre justement sur les transformations du cœur et comment remettre l'évangile au cœur des sociétés. Et ça rejoint un petit peu le sujet que je voulais évoquer par rapport à Donald Trump, c'est-à-dire qu'il y a toujours une attente fébrile de retrouver un homme héroïque et de courir après eux sans arrêt au moindre petit signe. Et là, il y a un signe, il est en train de taper sur le wokisme, donc la droite française ou les patriotes français se disent enfin, nous avons notre héros qui fait ce que nous attendions tous. Et ça, c'est vrai que c'est réjouissant. C'est réjouissant, ça fait du bien, c'est sûr, de temps en temps, mais c'est vrai qu'en plus, il le fait avec assez peu de doigté, comme ça vient d'être dit. Et puis, n'oublions pas quand même que depuis 200 ans, les États-Unis sont quand même responsables de tout ce qui se fait de pire dans le monde, à peu près, en termes de culture, d'humanité et d'art. Vous êtes bien sur Radio Courtoisie. C'est quand même justice de temps en temps qu'il y ait un truc à peu près convenable qui viennent de chez eux. Ça fait du bien. Ça les rachète. C'est le principe de l'horloge brisée qui donne l'heure juste 2 fois par jour. Ils ont quand même créé Nathalie Portman. Il faut leur rendre 2-3 trucs. Oui.
Je suis pas certain que ce soit à leur crédit, mais bon. Bon, Si. Jean-Yves Le Gallou. Oui, moi je crois que, à minima, depuis 1945, et même peut-être depuis 1919, on vit sur le modèle de société, le modèle culturel américain. On est sous domination américaine, et la parenthèse du général de Gaulle n'a pas changé fondamentalement les choses. Et à partir du moment où on vit sous le modèle américain, eh bien, on en subit ses conséquences. Et moi, je ne suis pas forcément fanatiquement favorable à M. Trump, à M. Musk, à M. Vance ou à M. Kennedy, mais simplement, si ces gens-là avaient perdu les élections, nous n'aurions plus aucune liberté en France. Parce que ce qui protège aujourd'hui nos libertés, c'est le réseau social de Twitter, qui aurait été liquidé en cas de victoire démocrate, et qui, au lieu d'être liquidé, a remis de la liberté, a imposé à l'équipe actuelle, a imposé à ce que les autres réseaux sociaux, je pense notamment à Meta, remettent de la liberté. Donc aujourd'hui, les libertés dont nous disposons, elles ont dépendu du résultat de l'élection américaine. Et puis ça aurait créé quand même une ambiance qui aurait été effectivement elles ont créé une ambiance plutôt favorable. Voilà. Donc il ne faut pas non plus toujours ronchonner. Bon, je retiens la leçon. Xavier Van Lierde. Oui, mais... Juste après. Xavier ? Non, mais je n'ai pas demandé la parole, mais un peu dans le même état d'esprit. Effectivement, je n'ai pas envie de céder à une injonction que je ne trouve pas dans vos propos, mais dans l'air du temps, et chez nos dirigeants. Il faudrait qu'on devienne woke, ou qu'on continue à être woke par patriotisme. Oui. C'est quand même un peu fort de café. Donc non, je ne deviendrai pas woke, et je ne rejoindrai pas la gauche culturelle par patriotisme. C'est pas possible. C'est pas tout à fait ça quand même. Non, mais c'est vrai que la gauche prétend que la résistance à Trump est un devoir national. Ce qui mais on peut aussi se fiche complètement, et je suis poli, de ce que pense la gauche, et se positionner par rapport à ce que nous sommes nous. Quoi. C'est une révolution sur Radio Courtoisie. Mais oui, et on peut être purement français, en fait. Oui. Parce que les États-Unis ne font jamais rien totalement gratuitement. Et ce qu'ils laissent en général après leur passage, c'est obésité et débilité. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Vous avez remarqué que c'est pas neuf, ça. Hein. La donne n'a pas changé de ce point de vue-là. C'est-à-dire, effectivement. Ah, bah évidemment. Attention, je pense que personne ici n'explique que Biden, c'était bien. C'est simplement que Trump est américain. Voilà. Je crois que c'est important de le comprendre. Oui, bien entendu. Avec tout ce que ça recouvre. En tout cas, Kennedy va combattre l'obésité. On lui souhaite beaucoup de succès. Ben voilà. Alors, on va donner la parole aux auditeurs de Radio Courtoisie. Alors, justement, à propos d'obésité, un auditeur nous dit « Les droits de douane ne sont pas une aubaine pour la dette américaine, mais bien le moyen précisément choisi par Trump pour la combler. Je le tiens d'un économiste américain proche de la Maison-Blanche. » Je crois que c'est exactement ce que nous avons dit depuis le début. Par ailleurs, la France devrait rappeler aux États-Unis les raisons de son refus d'importation de la viande de bœuf américaine aux hormones et le refus d'importation du poulet chloré. Cette administration américaine est disposée à forcer son industrie agroalimentaire à de meilleures normes alimentaires pour la santé. Oui, voilà. C'est côté Kennedy, qui est un aspect Kennedy Junior, qui est un aspect dont on parle peu, mais qui n'est pas inintéressant non plus. Macron est le président, pas de la France, mais du régime républicain. Grosse nuance, il ne représente pas les Français, mais un régime politique qui a fait main basse sur la France. C'est pour moi ça. Il y a quelques... il y a 2 ou 3 autres lignes, mais on va pas les lire. Ça, c'est un coup bas. Ça, c'est pas sympa. On peut faire traiter de républicain sur notre radio. Le problème des vignerons, le problème des vignerons a une solution simple. Ils n'ont qu'à viser la clientèle des drogués en leur proposant de remplacer l'héroïne par le pinard. C'est plus convivial. On n'a jamais vu un drogué lever sa seringue à la santé de ses copains. Voilà. Je crois que c'est repris d'Antoine Blondin, ça. Expliquer pourquoi il ne prenait pas de cocaïne, je crois, parce que... C'est un assez beau programme. Oui.
Alors, quelqu'un nous fait un éloge de Poutine. Ça Poutine, manquait. Poutine ne cherche pas à redessiner le monde, ni l'économie mondiale, ni à conserver une hégémonie mondiale qui a colonisé toute l'Europe par 3 guerres. Celle contre l'Espagne en 98, celle de 14-18 où les États-Unis ont imposé leur puissance économique et politique en intervenant 2 mois et demi avant l'armistice, et celle finie en 45 qui leur a donné le système actuel. Un peu d'honnêteté intellectuelle est très bon pour la santé physique et mentale. Ouais, C'est je vois pas le rapport. 45, Mais moi non plus, mais 89, il y a eu un truc. c'est pas grave. Oui, 89, oui. Non, bon, 45-80. 98, Non, mais 45-89, il s'est passé un truc avec les Russes, Oui. mais je me souviens plus. Puis même 17-89, il y a Ouais, eu ouais. quelques petits trucs, mais Voilà. bon, ça c'est encore autre On a chose. oublié. Eh oui. Mais ça, c'était des opérations de la CIA, mon pauvre ami, vous n'avez rien compris. C'était ça. Le mur de Berlin. C'est le début des révolutions oranges. Allez, écoutez, on va pouvoir passer à la suite. On va parler d'actualité catholique. Sauf si vous avez encore un mot à dire sur les Américains. Non. Non, bon. Les Allez. ZFE, à la fin. Les après. ZFE, oui. Alors là, donc, Monseigneur Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, a été élu président de la Conférence des évêques de France. C'est une fonction importante. Il prendra officiellement ses fonctions le 1er juillet. On le présente comme un pape potentiel après François. Ça le fait ricaner. Mais aussi comme un gros gauchiste. Alors, c'est le moment de lui tailler une chasuble ou de remettre les choses à l'endroit. Donc, je ne sais pas ce que vous... Jean-Yves Le Gallou, qui est Non, je pénétré pense que je suis par pas- l'actualité. Je pense que je ne suis pas le plus Vaticane. qualifié. Et j'ai un autre cardinal français comme candidat pape, mais je ne sais pas s'il sera élu. C'est Monseigneur Bustillo, l'évêque d'Ajaccio. Mais je ne sais pas s'il sera élu. Il a autant de chance qu'Aveline, vu que, a priori, tout, à part le président Bouclé qui sait ce que va faire l'Esprit Saint, Bah ce oui, que va souffler, tous les cardinaux sont des potentiels papes. on actuellement. est bien dans cette émission. Quoique le cardinal Sarah, il reste 3 mois, je crois. Après, il pourrait plus. Mais Oui. le cardinal Sarah, oui, dans quelques mois, c'est fichu. 3 mois. Je Oui. crois que c'est 3 mois pour voter et 6 mois pour se présenter, Ouais. ou l'inverse. Et Non, c'est l'inverse. François va Ah, c'est encore ça, tout fiche en l'air. Allez, En plein Non, je carême, crois c'est qu'il pas n'est beau, même- ça. il n'est même plus papabilé, en fait, à partir Ah de oui, c'est ça, il peut 75 plus ans. que voter. Non, là, il n'est même pas papabilé, et en plus, bientôt, il ne pourra plus voter. allez, j'arrête de dire des bêtises, on va Donc laisser on quelqu'un de aura peut-être sérieux. un pape européen bientôt alors. Bah peut-être, voilà. C'est bonne conclusion. Corentin Dugast, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Monseigneur Aveline? Oui, tout à fait. Alors, bon, c'est son éminence Jean-Marc Aveline. Il est issu d'une famille de pieds noirs. C'est important parce que il le raconte dans son livre sur la mission. Il a publié un petit livret de théologie missionnaire il y a 2 ans maintenant, et il raconte ça au tout début pour un petit peu expliquer sa vision sur son propre itinéraire missionnaire. C'est-à-dire que toute sa théologie est inspirée, prend ses racines dans le fait que c'est un pied noir et qu'il a vécu un petit peu le fait d'être un migrant. Il l'explique comme ça au début de son livre. Il a comme totem une petite valise en bois. Je l'ignorais. Un cercueil Non, pas... Bah, l'image est imagée. Pied noir. Oui, mais normalement c'est une valise. Mais bon, je vous laisse continuer Corentin au lieu de dire des bêtises. Et donc, en fait, ce qui est intéressant avec cette élection, c'est que nous avons à la tête de la Conférence des évêques de France un cardinal qui est 100% pape François. À la fois dans le fait qu'il a été créé cardinal par le pape François, mais aussi dans son style et dans sa pensée. Donc il a l'AOP, l'appellation d'origine papale. Exactement, il est Pardon. complètement... Il va complètement subir des droits de douane aux États-Unis terribles. Ce qui est plutôt rassurant en fait. Alors vous allez ne me sautez pas à la gorge, vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi je veux dire ça? Parce que il y a des évêques qui sont beaucoup plus modernistes que le cardinal Aveline et qui auraient été un peu plus inquiétants à la tête de la Conférence des évêques de France. Le cardinal Aveline, j'ai assisté à plusieurs de ses conférences et j'ai lu pas mal ce qu'il a écrit ces 2-3 dernières années depuis qu'il est devenu cardinal. Sur l'aspect migration et évangélisation, on a un complet désaccord puisque c'est un fervent défenseur de la théologie dialogale, qui est une théologie missionnaire un peu nouvelle dans l'Église, et avec pas mal de sympathie pour l'islam, ce qui me paraît complètement
complètement étrange dans la société dans laquelle on vit, même si c'est beaucoup moins étrange pour l'Église catholique. Et donc, à la fois, il peut avoir des prises de parole qui semblent plutôt conservatrices, exactement comme le pape François, sur certains sujets sociétaux. Et puis, par ailleurs, des prises de parole et des positions dans l'Église et dans la société qui peuvent être assez inquiétantes. Donc, Monseigneur Aveline est un pur fruit du pape François. Maintenant, je pense que on peut quand même éviter de lui faire un procès a priori, puisque pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va faire à la tête de la CEF. Rappelons également que la CEF est une institution purement humaine. Le Seigneur n'a jamais institué de conférence des évêques, ce qui fait que les évêques ont une totale liberté dans leur diocèse, et que nous avons quand même un certain nombre d'évêques qui défendent la bonne tradition de l'Église, fort heureusement. Donc son arrivée donne un peu un point d'alerte, parce que c'est pas tout de suite qu'on va relancer une croisade et qu'on va annoncer l'évangélisation massive des musulmans. Et en même temps, il est quand même orthodoxe, entre guillemets, sur sa pensée. Il avait notamment donné une très belle conférence sur le sacerdoce au moment du congrès Mission il y a 2 ans. Donc voilà, donc j'ai envie d'inviter les auditeurs de ce soir à lui laisser une chance, tout en connaissant le personnage, mais laissons-lui une chance, laissons-le agir un petit peu avant de lui sauter à la gorge. Bon. Richard de Chaise, est-ce que vous avez envie de lui tomber dessus ou de le laisser faire ses preuves éventuelles ? Non, par principe, et comme nous l'avons fait tous avec le pape François et avec d'autres prélats, voilà, on juge l'arbre à ses fruits, et c'est ce qu'il y a de plus évangélique. Voilà. À côté de ça, quand le pape François nomme des gens cardinaux, on est parfois un peu surpris. Par exemple, j'ai sous les yeux l'interview que le cardinal Jean-Paul Vesco, président de la conférence épiscopale du Maghreb, a accordée à la Croix, et qui nous parle du divorce franco-algérien. Pensez-vous que le divorce puisse être encore évité, demande le journaliste. J'ose l'espérer. Le divorce entre la France et l'Algérie, appelé de leur vœu par des responsables politiques qui semblent régler les comptes avec leur histoire personnelle, serait une voie suicidaire pour la France. Les conséquences, ce serait pas seulement une rupture de relations diplomatiques avec un pays, mais le divorce silencieux de millions de Français musulmans, pas simplement franco-algériens, et souvent parfaitement intégrés avec le pays dans lequel ils vivent et qu'ils contribuent à faire vivre. C'est ce qui est en train de se produire, et c'est l'une des raisons principales de ma colère. Alors, si c'est ça la théologie dialogale, on sent que Jean-Yves Le Gallou ne sera pas demain sur le chemin de la conversion. C'est ça la théologie dialogale. Bon. Est-ce que je peux faire une remarque provocatrice ? Allez. Dans les élections des papes, il y a toujours des influences politiques. Il y en a eu à toutes les périodes, y compris à la Renaissance, bien sûr. Il y en a encore maintenant. Et il y a des influences politiques américaines. Oui. Et donc, j'espère que américaine au sens états-unienne ou américaine ? États-unienne, oui. Et j'ose espérer que s'il y a des influences états-uniennes pour la prochaine élection, elles puissent se faire dans le bon sens. Voilà. Vu l'Église catholique aux États-Unis, il y a une chance effectivement que ça se fasse dans un sens différent de celui du pape François, pour ce qui est du vote des évêques américains. Mais sauf qu'ils ne votent pas. Ce sont les cardinaux qui votent. Les cardinaux, bien sûr. Et les cardinaux américains sont plutôt papaux. Oui, mais je pense que je pense que la puissance américaine intervient sur ce type d'élection pas seulement par nomination directe des cardinaux. Enfin, je pense que c'est plus complexe que ça, indépendamment du rôle de l'Esprit Saint, bien entendu. On sent que c'est... Je ne sais pas s'il y a une taquinerie. Arthur de Vatrigan. C'est dur en plein carême de dire du mal. Eh oui. Voilà. Donc on va juger l'arbre à ses fruits. Le temps de l'église est un temps bien plus long, donc on va attendre un peu. Même s'il y a quand même une tradition en France, c'est que un curé perd sa superbe dès qu'il devient évêque, et puis il perd le peu de fierté qu'il avait lorsqu'il rentre dans la CEF, qui n'a aucune légitimité. Donc le principe même de la CEF est déjà douteux. Après, sait-on jamais. Alors Jean-Marie Guénois dans Le Figaro a essayé de nous rassurer en disant que c'était quand même un homme de droite qui avait célébré la messe selon l'ancien rite après que le pape François se soit prononcé contre les traditionalistes, qu'il aurait
qu'il aurait apporté son soutien à Monseigneur Harré, évêque de Fréjus-Toulon, qui a été poussé à la démission, et bien que ça, j'en suis pas absolument certain. Voilà, en gros, faut pas trop s'inquiéter et qu'il est quand même plutôt à droite. Alors, je sais pas si ça vous fait réagir. Il a effectivement apporté son soutien à Monseigneur Ray, et c'est pour ça que j'invite à ne pas lui sauter au cou immédiatement, parce que c'est un digne héritier du pape François, encore une fois, et que le pape François, comme chacun sait, est capable des plus belles pages comme des pires. Et donc, attendons de voir quel va être son style, mais il faut attendre un style très pape François, c'est-à-dire des choses qui vont de temps en temps nous plaire énormément, et puis d'autres choses qui vont nous agacer. C'est d'ailleurs ce qui ressort du dernier livre du pape François. Je fais une légère digression de 10 secondes. J'ai lu son livre Esper, dans lequel il raconte sa vie et qu'il laisse un peu en témoignage. Eh bien, c'est fidèle à l'ensemble de son pontificat, c'est-à-dire qu'il y a des choses extraordinaires sur l'espérance et la foi en Jésus, parce qu'il croit vraiment en Jésus. Et puis, sur les migrants, par exemple, et sur le lien à l'islam, on voit bien qu'il ne comprend pas les enjeux qui sont sous-jacents à l'ensemble de la problématique. Alors, Xavier Van Lierde, pour conclure peut-être, ensuite on passe aux ZFE. Oui, je me suis un peu renseigné sur Monseigneur Aveline. Vous savez, donc il était donc... que je surnomme Javeline, comme le missile. Voilà, évêque à Marseille, et donc dans une interview, on lui demandait ce qu'il pensait de Marseille, et sa réponse, c'était celle-ci. Voyez-vous, la particularité de la ville dont je suis le pasteur, c'est qu'on peut être marseillais sans être français, et peut-être sans avoir de papier d'identité, parce que Marseille accueille ceux qui cherchent un refuge. C'est une école d'altérité. Donc, c'est une interview en 4 questions. Première réponse, déjà altérité, et ensuite on lui demande... et césure Marseille-France, comme le pape François. Voilà, et ensuite on lui demande ce que lui a appris la vie, et ce que lui a appris la vie, eh bien c'est à peu près la même chose, c'est que la vie est elle aussi une école d'altérité, donc en fait quelle que soit la question qu'on lui pose quasiment, à chaque fois il répond par l'école d'altérité, et qu'une identité fermée est mortifère et stérile. Voilà, je ne veux pas lui faire de procès, mais enfin, j'ai peur que les fruits ne soient pas à l'auteur de l'espérance de beaucoup. Ouais. Il aurait pu apprendre aussi que quand on vous demande de faire votre valise, il faut la faire et qu'il n'y a pas beaucoup de choix, même si on a une altérité. Mais bon, ça c'est autre chose. Alors, si on en a fini avec notre Monseigneur, eh bien on va passer, avec son éminence, pardon, on passe aux ZFE. Donc les ZFE ont été créés en 2019, donc les zones à faible émission, créées en 2019 pour limiter l'accès des véhicules les plus anciens et les plus polluants aux grandes villes, donc pour des raisons de pollution, voilà. Et elles ont été supprimées le 26 mars en commission à l'Assemblée nationale, grâce à des amendements RN et LR. Et ces partis de droite estiment que les zones à faible émission, donc supposées améliorer la qualité de l'air, pénalisent en fait les Français les plus modestes. La gauche est contre, ce qui est quand même un peu à front renversé. Et l'Assemblée sera amenée à se prononcer donc début avril sur le thème et de manière plus définitive. En attendant, donc hier, dimanche, plusieurs centaines de personnes, donc majoritairement des motards, ont manifesté devant la mairie de Paris contre ces ZFE. Et donc elles répondaient à l'appel du collectif Les Gueux, mais aussi d'associations de commerçants, d'artisans. Alors voilà, est-ce que vous êtes pour ou contre la pollution ? Est-ce que vous êtes pour ou contre les pauvres ? Parce qu'en fait, c'est ça le vrai sujet qui se pose là de manière un peu ramassée. Jean-Yves Le Gallou. D'abord, l'affaire de la pollution est tout à fait exagérée. D'abord, il y a 2 types de pollution. Si on raisonne en termes de CO2 et de soi-disant lutte contre le réchauffement climatique, c'est tout à fait dérisoire. Si on raisonne en termes de particules, c'est aussi relativement marginal, parce que les principales périodes de pollution... Les particules dans l'atmosphère, pas celles de Richard Dessay. Oui. Les principales périodes de pollution correspondent à des situations météorologiques particulières, quand les vents viennent de l'Est et amènent les particules, les lourdes particules qui viennent des centrales à charbon allemandes, et pas du tout des véhicules ou des motos des soi-disant gueux. Donc ça n'est pas sérieux. En fait, on voit très bien que le prétexte écologique est un prétexte pour multiplier les réglementations, multiplier les atteintes aux libertés.
Et je pense que c'est une réaction très saine que de lutter contre ces zones. Et je trouve que la campagne qui a été menée par Jardin, au nom des gueux, est très, très, très pertinente. Jardin aussi, qui est venu à Radio Courtoisie, d'ailleurs, pour s'expliquer sur le sujet. C'est une belle campagne, en tout cas. Ouais. Alors, il faut aussi Richard. signaler que dans ces histoires de ZFE, donc où on attaque les moteurs thermiques, on fait exprès d'oublier que la plupart des particules sont en fait émises par les pneus et les particules et les plaquettes de frein. Autrement dit, qu'on attaque le moteur thermique alors que 80% de la pollution à particules ne vient absolument pas du moteur. Donc on voit bien qu'il y a aussi une espèce d'enjeu, comme d'habitude, écologique, où on induit la nécessité d'acheter des véhicules électriques qui, en fait, produiront avec leurs pneus et leurs plaquettes de frein tout autant de particules que des véhicules thermiques. Arthur de Vatrigan, moins d'une minute pour conclure. Il ne faut pas oublier que c'est une directive de l'Union européenne. La question, c'est si ça va être voté, l'abolition va être votée au Parlement, le Conseil Concile va être saisi, et le Conseil Concile va devoir se prononcer pour savoir si c'est une directive imposée ou si c'est une directive et on a le choix dans les mesures à prendre et donc cette mesure-là était un choix parmi d'autres. Le problème, c'est que derrière, la Commission européenne peut saisir la Cour de justice européenne et un citoyen ou une association peut la saisir également. Donc la question va être toujours la même, c'est est-ce que, même si on abolit, on résistera aux sanctions éventuelles de l'étage du dessus. Oui, alors le vrai problème, aujourd'hui, il y a les ZFE, elles ne sont pas appliquées, elles seront appliquées le jour où il y aura les caméras qui liront les plaques et qui enverront les contraventions. Et ça ne dépend pas de l'Union européenne. La vérité, c'est que c'est le système de répression qui compte. Tant qu'on ne met pas en place le système de répression, aujourd'hui, tout le monde peut circuler pratiquement sans problème. Le jour où il y a les lecteurs de plaques, ça c'est autre chose. Eh bien, sur ces propos encourageants et futuristes, notre émission se termine. Merci Richard de Sèze, Arthur de Vatrigan, Corentin Dugas, Xavier Van Lierde, Jean-Yves Le Gallou et merci à Claudio. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la réinformation. Nous parlerons de la sortie de Politique Magazine et de la sortie de l'Incorrect. 2 excellents magazines, donc, entre divers autres sujets. Rendez-vous la semaine prochaine.